See, you don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have. Alors bonjour Léo et Véronique, on vous a rencontrés là à cette journée des assises de la santé mentale et on a découvert qu'il existait des pères aidants et vous allez nous en dire plus. Qu'est-ce que les pères aidants pour justement les... Je commence. Les pères aidants, c'est des gens qui ont été malades, en gros, qui peuvent être atteints de schizophrénie, notamment, de bipolarité, de dépression chronique, mais qui peuvent être aussi pas atteints de pathologie psychiatrique, proprement dit, mais qui peuvent être... comme là, j'ai ma chérie là, qui est autiste Asperger, donc qui n'est pas une pathologie psychiatrique, mais qui est une différence de cerveau, une condition neurodéveloppementale. C'est-à-dire qu'en fait, comme l'a dit Léo, il y a des pathologies psychiques qui vont se développer avec ou sans génétique, et puis il y a les conditions de naissance qui vont être de l'ordre de la neurodiversité des cerveaux atypiques. C'est-à-dire qu'en fait, on va naître avec un cerveau qui est câblé différemment, qui perçoit les choses différemment, comme par exemple toutes les formes d'autisme, toutes les formes de troubles du développement, les formes d'hyperactivité, les formes de dyspraxie. C'est tous des termes que maintenant on retrouve à l'école ou dans l'enfance, dans la petite enfance, mais en fait, après, on devient des adultes et c'est qu'est-ce qu'on en fait. Une fois qu'on devient des adultes, on parle plus de conditions neurodéveloppementales, mais là, les psychiatres, les médecins veulent tout de suite parler de pathologie psychiatrique. Alors qu'une fois sur deux, on développe des pathologies psychiatriques parce qu'on est stigmatisé, parce qu'on n'est pas reconnu comme ayant un cerveau spécifique, parce qu'on est dans l'errance diagnostique, et à force d'être dans la solitude, d'être dans la non-reconnaissance des faits, d'avoir peut-être le poids de la famille qui ne comprend pas, l'entourage qui ne comprend pas, le travail où ça devient un enfer, on développe des pathologies psychiques, on se retrouve enfermé dans les hôpitaux à prendre des médicaments, des neuroleptiques, alors qu'au départ, ça peut être juste une naissance avec un cerveau qui est un petit peu différent. Donc il faudrait des approches d'écoles différentes, de travail qui soient différentes et adaptées. C'est-à-dire plus imaginer la population comme étant l'ensemble d'un puzzle, qu'on ait tous une couleur différente, plutôt qu'essayer de nous ranger dans des cases psychiatriques parce qu'on est des adultes compliqués. Alors par exemple tout à l'heure vous nous expliquiez que vous c'était génial parce que vous avez vos cerveaux qui se connectent d'une façon géniale. Justement c'est une rencontre exceptionnelle. Donc l'idée du père aidant c'est quand même, bon vous de votre côté, il n'y a pas de soins, c'est juste une connaissance de ce que vous êtes. Alors, il peut y avoir du soin parce que ça va être les soins des troubles associés. Par exemple, dans l'autisme, on ne peut pas soigner l'autisme, c'est une condition à vie, comme vous l'avez dit, mais on va développer beaucoup de stress, des problèmes peut-être d'alimentation, des problèmes de sommeil, de la gestion du travail qui est difficile. Donc, c'est dans cette approche-là qu'il va y avoir un soin. C'est vraiment dans les troubles associés. Alors que toi, le soin, c'est... Oui, alors que moi, c'est plutôt pathologique. Donc, on a peut-être effectivement aussi de la neurodiversité, on va dire un cerveau un petit peu différent. Mais par contre, voilà, si on apprend à prendre vraiment soin de nous et à nous connaître, ce que les psychologues et les psychiatres ne connaissent pas encore à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, on peut s'en sortir vraiment très très bien et être vraiment très heureux et avoir une superbe chérie ou dans les deux sens et être vraiment très heureux, quoi. Voilà. Et du coup, de devenir père aidant, ça c'est parce que c'est votre choix. Et être père aidant, c'est parce qu'à l'heure actuelle, les choses sont vraiment pas bien faites, hein, parce qu'il y a très très peu, par exemple, de schizophrènes ou de bipolaires qui s'en sortent. Et nous, on s'en sort. Alors, elle, c'est pas une pathologie, mais moi, du coup, je m'en sors très très bien. Et je sais maintenant, j'ai compris mes mal-être, et je sais y remédier, en fait. Et donc, pourquoi ne pas aller faire partager mon savoir aux autres qui l'ont pas, quoi, et qui souffrent, et qui souffrent, et qui souffrent. Et toutes les familles souffrent, et toute la société souffre, parce que c'est un engrenage malfaisant, au final, la maladie. Et quand on arrive à en sortir, au bout du compte... c'est aussi un grand bonheur, c'est une force en plus. Hein. Il y a une épreuve dans la vie et quand on la surmonte et qu'on est bien après, ben, on est content de l'avoir vécu aussi, quoi. C'est faire de sa pathologie, son mal-être, une force et un bonheur pour le présent puis pour le futur après, quoi. Donc voilà. Et puis dans l'idée de ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui était vachement bien, c'était cette idée de quand on donne et qu'on reçoit tout le temps, celui qui reçoit tout le temps, enfin en Afrique on dit il a la main dessous. Hein. C'est celui qui a la main dessus. Dans votre don à vous, justement, il y a quelque chose de l'écoute. Il n'y a pas besoin de donner des choses peut-être dont on n'a pas besoin. Oui.
je crois que pour vraiment donner quelque chose, et j'aime pas trop le mot donner d'ailleurs, je dis offrir. Alors quand, ouais, c'est vraiment un échange, c'est soit vous offrez, soit vous donnez, mais si vous donnez, il faut aussi accepter de recevoir et le contraire. C'est plein de petites choses comme ça à comprendre aussi, mais on va vers l'autre et puis on essaie de lui donner la main comme on peut. Alors l'autre la demande ou la prend. S'il ne veut pas la prendre, faut aussi savoir le laisser tranquille. On ne va pas aider les gens qu'on ne peut pas aider, mais la paire aidance, c'est vraiment des gens qui sont dans la souffrance, et puis moi qui y suis plus là, et puis je vais essayer d'aller moi de mon côté, Véro de l'autre, pour aller faire bouger les croyances sociétales qui sont tout à fait infondées et tout à fait incohérentes et fausses d'ailleurs, parce que je prouve bien que la schizophrénie aujourd'hui, et je le prouverai tout au long de ma vie, et j'y prendrai soin à le prouver, que oui, c'est peut-être une pathologie, mais c'est d'abord un grand mal-être qui doit se soigner intérieurement et pas que par des médicaments. Voilà. Et là où c'est intéressant, c'est que, comme vous le disiez, on se donne la main, c'est une chaîne. C'est-à-dire que moi, je vis la paire aidance comme une aide absolument sans hiérarchie. C'est-à-dire qu'à des moments, je vais aller aider des personnes qui, par leur témoignage, vont m'aider aussi. On fait partie d'un groupe. Moi, je fais partie d'un groupe de femmes autistes Asperger. Et on se tient tous la main. C'est-à-dire qu'à des moments, moi, je vais avoir besoin d'elles. Même si je suis paire aidante, je vais avoir besoin d'elles et pour m'aider, et pour me donner des informations, et pour m'aider à faire des statistiques de ce qui ne va pas. C'est en puisant dans le témoignage des personnes qui souffrent, qui sont en mal-être, qu'on va pouvoir nous trouver des idées. Donc nous, on a besoin d'elles pour faire avancer les choses. Elles ont besoin de nous pour aller bien au quotidien. Donc c'est vraiment une chaîne où on peut s'aider sans que l'un soit en dessous de l'autre ou au-dessus de l'autre. Et comme ça, moins il y a de hiérarchie, plus les personnes se sentent bien en fait, se sentent accompagnées et ne se sentent pas jugées. Ce qui est génial, c'est que vous avez trouvé en plus une manière d'aider qui va être tout à fait officielle, parce que finalement, vous avez même trouvé un boulot. Oui, du coup, moi, on m'a proposé un poste, donc une création de poste au centre ressources réhabilitation à Lyon 8e. Du coup, c'est à force de faire des recherches et de parler un petit peu de moi, de ce que je fais. Les organismes comprennent bien que la paire aidance, que les paires aidants, ils en ont besoin pour créer, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être assez formés sur certains sujets. Par exemple, l'autisme, ils vont connaître l'autisme dans les livres, ils vont connaître l'autisme par des stigmatisations qui ne sont pas les bonnes, mais d'avoir une personne qui vit de l'intérieur et qui a pu analyser un petit peu ce que c'est, ça va leur apporter quelque chose. Donc c'est gagnant-gagnant. Nous, ça nous donne du travail et du coup, on nous ressort plus grand. On a vécu beaucoup de souffrances, mais du coup, ça nous a donné quand même du travail. Eux, ils en ressortent avec une nouvelle profession et une nouvelle approche qu'ils n'auraient pas eu sans nous. De nouvelles connaissances, quoi. Ouais. Et Léo aussi, il a trouvé du boulot. Et moi aussi j'ai trouvé du boulot, je quitte la Dordogne, je vais dans le Lyonnais avec la dame, et puis moi c'est un hôpital psychiatrique donc, qui m'a recruté. Je vais pas dire où, je vais pas dire, mais je serai dans une résidence attachée, pas dans l'hôpital, mais attachée à l'hôpital, donc j'ai été recruté par l'hôpital, et puis on va créer, on va dire, des méthodes. Parce qu'il y a la façon québécoise, il y a la façon, on va dire, Finlande, Suède, et puis il y aura la méthode française qu'on commence à essayer de créer un petit peu de partout. C'est des manières de faire, parce qu'on n'a pas la même vie, la même histoire. On va devoir créer, nous aussi à notre tour, de la paire aidance qui devra être évolutive. Peut-être qu'on fera un petit peu des erreurs au début. Le but du jeu, c'est de tenir compte de ces erreurs et de faire de mieux en mieux. Voilà. Génial, merci. D'ailleurs, moi j'ai connu le syndrome d'Asperger par une BD. Alors dans les livres, des fois, absolument. Ouais. Qui est merveilleuse. Ouais. Et donc j'ai prêté à des jeunes. Plus vous allez en parler, plus vous allez justement les petites BD, les petits livres comme ça, de vulgarisation. C'est génial parce que c'est accessible à tous, pour les familles, pour les amis, pour les jeunes. C'est vraiment une façon de voir qu'on n'est pas si différents, de nous comprendre par des images. Et ça sort des livres d'université, ça sort des gros bouquins. Les BD, comme a fait cette superbe femme, c'est l'avenir pour essayer de comprendre comment on fonctionne. Merci à vous, bravo. Parce que souvent l'expérience des personnes qui vivent avec une vulnérabilité psychique et l'expérience aussi des familles, c'est que ce parcours de vie, Kim Christian avait dit à un moment donné, est chaotique
parfois s'arrêtent. Hein, les projets que la personne avait envie de vivre ne se réalisent pas. Il y a des difficultés à un moment donné à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, et puis les études s'interrompent, et puis voilà, ça reprend pas bien, et puis après, c'est parti pour le chaos. Alors, l'idée, c'est qu'on parle un petit peu aujourd'hui peut-être de ces difficultés, mais surtout des besoins, peut-être. Comment améliorer effectivement les parcours de vie, comment faire en sorte que les personnes voilà, aient plus de soutien, quels sont vos besoins, quelles sont voilà, vos questions par rapport à ce thème du parcours de vie, vos questions, vos attentes, vos réflexions, vos témoignages. Voilà. Et je vous donne la parole. Ah oui. Ouais, moi je trouve que bon, c'est très bien, c'est tout ce qui est psychothérapie, soins chimiques, médicaments, etc. Mais en même temps aussi, ce que je trouve, et c'est logique qu'on en manque un peu, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, pour le dire, il y a peut-être des problèmes aussi de financiers au niveau psychiatrique, on parle de réduction de budget, etc., etc. Et ce qui me manque un petit peu, moi je trouve, ça se fait un petit peu, mais il faudrait le développer plus, c'est des personnes passerelles. C'est-à-dire qu'on fait le compte des personnes qui vont vous amener, enfin moi j'arrive quelque part et je dis, ben voilà, ben, moi ça va pas, j'ai besoin de telle ou telle chose. Quelqu'un qui vous amène par exemple à reconnecter avec la société, participer à des clubs sportifs dans votre ville, même tout bêtard, hein, envisager de reprendre un moyen de locomotion pour pouvoir se déplacer dans la ville, participer à des activités, etc. Bon, par exemple, moi avec des infirmiers, j'ai dit peut-être qu'effectivement le vélo serait peut-être pas mal adapté à ma personne pour pouvoir reprendre en Bergerac des activités. Et voilà, puis il y a pas mal de trucs comme ça à faire, de façon très pratique. Hein, et je veux dire, moi par exemple, je participe aussi à un GEM, et le GEM, au niveau du GEM, il m'est arrivé de rencontrer d'autres personnes qui me disaient « Ouais, mais moi je connais tel ou tel truc, c'est pas mal, essayer tel ou tel truc. » Et je pense que c'est un bon laboratoire aussi d'expérience, et ça vous amène vers autre chose, vers une ouverture et réellement une autonomie sociale, quoi. Ouais. Vers ce qu'on appelait l'inclusion, quoi. Oui, et cette personne passerelle, est-ce que, justement, par exemple, on parlait de père aidant ce matin, est-ce que ça va être un père aidant, ça va être et aussi un soignant qui quitte un peu le domaine pur, la psychiatrie, où le médicament est important. Moi, le médicament, il m'aide à me stabiliser. Si j'ai pas le médicament, je suis même pas capable d'ouvrir un robinet, quoi. C'est zéro total, quoi, sans médicament. Après, il y a la psychothérapie aussi, mais après, il y a tout ce qu'on fait dans la vie, au jour le jour, dans l'espace social, et ce qu'on en retire comme plaisir, quoi. Oui. Moi, j'ai justement pas mal de pôles d'intérêt, et j'ai pu, voilà, les... Et ça illustre bien hein, ce que c'est que la démarche de rétablissement. La démarche de rétablissement, c'est prendre soin de soi d'un point de vue aussi global. Alors, comme tu dis, global, ça veut dire peut-être trouver le bon traitement qui va m'aider au mieux, mais c'est pas que ça. C'est tout le travail sur le bien-être, sur la vie sociale, sur sortir, voir du monde, faire des projets. Le sport, voilà, la vie. Le voyage, voilà, tout. Ok, très bien, note. Oui, bonjour. Moi, je suis donc parent d'un enfant malade, ma fille a 20 ans. Et moi, ce que je voulais dire, je pense que c'est la question que le monsieur vient de poser, ça fait effectivement référence à la notion de père aidant qu'on a entendu ce matin. Je fais partie de l'UNAFAM et je pense que ce qui manque dans nos villes, c'est l'équivalent de l'UNAFAM, mais pour les malades eux-mêmes. Voilà. Moi, je sais que ma fille, elle est aimée. Et c'est vrai que les jeunes, heureusement, aujourd'hui, ils trouvent cette aide-là pour l'instant sur Internet. Moi, je sais que ma fille, elle est sur des forums, elle est connectée à des jeunes du monde entier qui ont ce genre de problème. Et elle arrive à être au courant de ce qui se passe aux États-Unis, comment les jeunes sont suivis, comment... Voilà. Et ils s'encouragent entre eux. Et ce qu'il faudrait, c'est que ça existe dans les villes. Et surtout pour les jeunes aussi, parce que souvent, dans les milieux de soins, souvent les jeunes voilà, ça commence souvent à l'adolescence, hein, mais bon, souvent dès qu'on a 18 ans, on se retrouve hospitalisé avec des gens qui ont 40 ans, 50 ans. Et souvent, voilà, les jeunes malades ne trouvent pas forcément les pères pareils. Ça, il faut On continue. Oui, moi je suis un peu dans le même cas que Léo, enfin je suis pas dans la parédance, mais j'ai le même cas psychiatrique que Léo, les mêmes symptômes, on va dire, j'ai fait bouffée délirante à 16 ans, et ce qui m'a manqué à l'époque, c'est la compréhension des... Ah oui, bonjour Léo.
ce qui m'a manqué, c'est la compréhension, c'est-à-dire du public. Par exemple, j'étais en scolarité, j'ai dû arrêter ma scolarité en seconde. J'ai arrêté 3 mois pour aller à l'hôpital, j'avais fait une nouvelle migrante. Et je me souviens qu'à l'époque, la prof de français de l'époque m'avait dit, mais il n'a pas sa place ici, il faut qu'il aille en institut spécialisé, il ne pourra jamais refaire une seconde. Et du coup, j'ai refait une seconde, j'ai relevé ma seconde, et j'ai terminé par faire un BTS. Donc, vous voyez, donc il y a une méconnaissance, comme disait la professeure, une institutrice qui nous parlait du manque d'informations qu'elle avait par rapport aux souffrances psychiques des gens. Et moi, ça m'aurait bien aidé à l'époque d'avoir une soutenance. Et parce que, à force d'avoir des gens qui méconnaissent le problème, on se culpabilise. Moi, c'est une maladie honteuse. Je me suis culpabilisé et j'ai dénié ma maladie, si vous voulez. Oui, bien sûr. C'est la question de la stigmatisation. Oui. On voit bien qu'aujourd'hui, vivre avec une vulnérabilité psychique, c'est subir de la stigmatisation dans les relations sociales, éventuellement dans le travail, si on est étudiant ou lycéen à l'école. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que souvent les gens ne comprennent pas, parce que les gens ont peur, parce que les gens se sentent démunis, et la seule façon qu'ils ont de se protéger par rapport à des manifestations qui les dépassent, souvent c'est le rejet. Et c'est ça qu'il faut qu'on change. Il faut que les personnels de l'éducation, mais aussi dans la santé, il faut qu'on change le regard aussi, qu'on soit plus capable, effectivement, de mieux comprendre et puis de mieux respecter les personnes dans ce qu'elles sont, et surtout de pouvoir après mieux les accompagner et les aider. Et du coup, être sensible à cet effet de stigmatisation, de dire, ben voilà, dans notre société, pouvoir le dire, quand Tim Gresson dit, c'est au Nouvelle-Zélande, on enseigne très tôt au lycée le fait que dans la vie, on peut souffrir de dépression, on peut avoir à un moment donné des difficultés plus importantes, mais qu'on se rétablit. Ça déstigmatise évidemment, et que quand on a après un petit copain qui commence à aller pas bien, tout de suite, même on peut être aidant pour lui en lui disant, mais voilà, je comprends que tu vas pas bien, et c'est pas un problème pour moi parce qu'on m'a appris qu'on pouvait aller pas bien, mais qu'on pouvait après aller mieux. Et aujourd'hui en France, on n'a pas encore fait tout ce travail-là. Oui, donc voilà, il nous reste du pain sur la planche, mais on est en train de le faire là. Hein, on commence. C'est pour ça que ça m'intéresse, et je suis venu exprès pour ça. Et il y a beaucoup de choses qui évoluent. Voilà, il va falloir sur les territoires. L'idée, c'est les premières assises, ça veut dire qu'il y en aura d'autres, et ça veut dire qu'on va travailler tous ensemble pour mettre des choses en place. Là, on identifie par exemple sur le thème de l'enseignement qu'il y a un travail de déstigmatisation à faire. Donc les gens sur le terrain ou qui sont intéressés par les questions d'enseignement, eh ben, on va tous ensemble essayer peut-être de construire des réponses concrètes pour avancer sur ces thématiques-là. Oui, mais alors qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Je pensais par rapport au parcours de vie. Est-ce que c'est sur des idées qui pourraient améliorer ce parcours de vie? On est bien dans ce thème-là? Oui, par exemple. Alors moi j'aimerais un truc super, c'est que dans les formations pour handicapés, ce soit adapté au niveau des horaires, au niveau des jours, au niveau de tout ça, aux handicapés, notamment les handicapés psychiques. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Parce que à Clairvivre, on a un centre ici à Clairvivre. Moi j'ai fait la demande pour faire une formation, et quand j'ai expliqué mon cas en leur disant, écoutez, moi si je fais 8 heures d'affilée, à tous les coups, à l'arrivée au bout d'un mois, je pète un plomb. C'est une formation pour adultes handicapés. Je répète. Je comprends pas. Est-ce que c'est possible de faire remonter cette info? Alors, ce serait chouette. Il y a des adaptations. J'ai demandé, ils m'ont dit que non. Il y en a. Le problème, c'est que c'est un vrai parcours du combattant. D'accord. Pour le faire reconnaître. D'accord. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est sur des temps, même pour passer les examens, c'est sur des temps plus longs. Donc il y a des choses qui sont possibles. J'ai fait ça à Clairvivre. Il y a des temps, il y a des parcours en horticulture, par exemple. Ils donnent 3 mois de plus pour ceux qui veulent passer le diplôme plus tard, qui n'ont pas le temps d'intégrer toutes les compétences. Qui intègrent plus lentement, qui ont besoin de plus de temps pour intégrer finalement le même contenu, mais avec... Au final c'est un petit peu comme la hache et puis la pension d'invalidité. Hein. Si la personne n'a pas assez d'énergie pour le faire, elle ne l'aura pas. Oui, c'est vrai. Mais parfois, là, on a besoin de dispositifs aussi concrets. Concrètement, parfois, qu'est-ce qui peut aider? C'est un dispositif de formation qui se met au niveau des besoins de la personne. Et en fait, une des difficultés en France, mais quand on prend, quel que soit voilà, on se rend compte que souvent les dispositifs, il y a des choses qui existent, mais c'est pas toujours adapté réellement aux besoins. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire ce pas-là. C'est plus long, mais ça reste toujours 8 heures. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça reste toujours... Moi, je pense... Alors,
Je suis un des acteurs au sein du parcours de santé, on va dire. Moi, je me définis comme ça. Et donc, je suis ce que, pour certains, je suis l'ennemi, parce que je suis un directeur financier. Mais les choses bougent, puisque moi, je suis là. Je pense que ça, ce que soulève cette dame, c'est simplement un problème financier. Parce qu'un formateur qui vient de l'extérieur, on va le payer à la journée. Donc, qu'on le paye 8 heures, et si on lui dit non, ce sera sous forme de 5 heures, il dira, bah, moi, je facture une journée complète. Et effectivement, je pense que c'est dommage, là, qu'il n'y ait pas de financeur, mais le problème est, à mon avis, purement financier. Parce que s'il faut allonger la formation, au lieu de mettre 8 heures, on met 6 heures, mais qu'on fait 20, 30, 40% en plus, il faudra payer la personne comme si elle venait à 100%. On peut avoir aussi 2 classes. Une le matin et une l'après-midi. Ça fait un mi-temps. Mais c'est là où la présence des financiers dans ce... Voilà, enfin, nous on travaille de façon assez étroite avec vous, et on essaie de changer les choses, et c'est là peut-être qu'il faut réfléchir. Aujourd'hui, il va falloir faire preuve de créativité à tous les niveaux. Donc effectivement, on va demander parfois aussi à des financiers d'entendre qu'aujourd'hui, il y a des besoins qui ne sont pas suffisamment bien remplis, qu'il va falloir adapter les choses, changer et mettre en place des nouveaux dispositifs. La preuve, c'est qu'on a mis en place... Alors juste, parce que ça vous concerne tous, j'ai écouté depuis tout à l'heure. On doit travailler peut-être sur la communication aussi dans le parcours, parce qu'il y a des maisons des ados qu'on a créées. C'est-à-dire qu'à Vaucluse, on ne fait pas que enfermer les gens. Il y a 2 maisons d'ados qui existent, une à Bergerac et une à Périgueux, et ces maisons des adolescents vont dans les écoles. Et la maison de Bergerac va y aller il y a peu de temps, donc c'est à ces moments-là, quand la maison des ados se déplace. Alors, les maisons des ados, elles ne sont pas cataloguées psy, parce que c'est une volonté, y compris de M. Lafourcade, que les ados y aillent sans penser qu'ils vont être soignés. Et la prévention, elle est faite dans cette maison des ados, et peut-être que nous, voilà, il faut peut-être qu'on travaille dessus avec Prisca, se dire voilà, il faut peut-être qu'on communique auprès de tout le monde en disant il y a 2 maisons d'ados dans le département, voilà à quoi elles servent. Et bon, M. Lafourcade n'est pas là, mais c'est une volonté, elles ont été créées depuis il y a 4 ans, je crois, à Bergerac, et depuis l'année dernière à Périgueux. Donc il y a des outils qui existent et qui peuvent vous aider, mais apparemment, ben, vous ne les connaissez pas. Et c'est notre faute. Il faut que ces informations-là remontent au niveau des infirmiers scolaires, des CPE, tout ça. Oui, ça c'est rien à faire. La dame, elle a levé la main depuis un petit moment, après ici et après là-bas. C'est bon, on s'organise. Oui, moi j'aurais une suggestion, c'est est-ce qu'il serait possible que l'AAH soit versée, mais soit versée de manière contractuelle? Parce que ma fille l'a obtenue, c'est nous, elle était absolument incapable de faire la démarche elle-même, donc c'est nous, quand elle était hospitalisée en psychiatrie, qui avons fait la démarche. Et moi je pensais qu'il y avait un travail de discussion, de contractualisation, de responsabilisation du jeune en lui disant voilà, tu es malade, la société veut bien t'aider, mais il faut que tu t'aides. C'est-à-dire, on va te donner tes 800 €, mais engage-toi, essaie de te prendre en main, essaie d'aller mieux, essaie de t'inscrire à une formation. Moi, là, elle me dit, moi, je n'ai pas demandé à naître malade. Je suis malade, mais dans la société me doit. Madame, juste, vous dites ça par exemple par rapport aux malades. Si moi je vous dis, je vous donne pas votre salaire à la fin du mois si vous n'êtes pas en train de sourire toute la journée. Non, mais moi je pense que je comprends. Attendez, à la NPE, on donne de l'argent à des gens qui ne travaillent pas, on cherche des vendangeurs, on cherche des gens pour balayer la rue, pour faire traverser les enfants devant l'école, pour nous aider dans le collège, on cherche des acteurs, des adultes. Mais non, mais là, ça n'a rien à voir ce que vous dites. C'est si on ne va pas donner 800 € à quelqu'un. On n'a plus de moyens. Même les enseignants, on a 30 élèves par classe. Comment voulez-vous faire de la différenciation? Alors, on met tout le monde dans le même sac, on n'arrive plus à recruter. Mais non, mais on peut pas dire. Mais je sais que le malade, il est malade, il a le droit à 800 €. Il est juste malade. Et bien, le malade, il fait la même bouchée pour être reconnu. Et quand il va avoir une formation, on la lui paye. Mais pour peut-être rebondir sur ce qui se dit, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la question d'avoir une allocation ne règle pas la capacité qu'aura la personne à pouvoir réellement s'engager dans une démarche de rétablissement. Moi je trouve que c'est contre-productif parce que là ça la marginalise encore plus. Alors ça veut dire qu'elle aura peut-être besoin d'un accompagnement aussi complémentaire qui va aider la personne à pouvoir faire ce chemin. Parce qu'elle prend plus son traitement,
et elle ne va jamais plus le reprendre. Et elle a toujours ses 800 euros. Voilà, l'allocation, ça donne une ressource financière, mais parfois ça n'aide pas la personne à pouvoir construire sa démarche de rétablissement et elle va avoir besoin d'être accompagnée pour pouvoir du coup faire de cette aide quelque chose de positif. Et aujourd'hui, c'est cette aide-là qu'il faut qu'on arrive à construire. On ne peut pas faire du chantage non plus. D'accord. D'accord. On a entendu le débat, on ne va pas trancher. Il va y avoir des désaccords, c'est normal, on peut penser, on va tous être ensemble, on ne va pas tous avoir les mêmes idées. On enchaîne. Oui, voilà, moi je pense que... Et il y a une dame au fond qui voulait parler aussi. Voilà, je pense que M. Léo... Je pense que M. Léo a mal compris. Je pense pas que la dame, ce qu'elle voulait, c'est-à-dire que on va te donner l'argent, mais à condition que tu ailles mieux. Je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est parce que, effectivement, les jeunes, quand ils ont l'AAH, après, ils vont dépenser n'importe comment. Et nous, en tant que parents, c'est la valeur de l'argent. Elle est incapable de gérer un budget. Non mais je comprends, hein, je connais des gens, en fait moi ce que je pense, voilà, c'est juste par exemple, au niveau des papiers c'est très dur à faire, vous l'avez fait. On l'a fait pour c'est très dur à faire, en fait moi ce que je pensais c'est que, par exemple, vous êtes diagnostiqué, vous avez été hospitalisé, c'est sûr, vous êtes schizophrène, bipolaire et autres, et bien vous ne devrez pas avoir l'obligation de faire des papiers, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le médecin il dit que, c'est-à-dire médecin expert, et bien vous devriez avoir 800 € direct. Pour moi, c'est ça. Enfin, du coup, parce que les malades qui n'ont pas de famille et qui peuvent pas, qui n'ont pas vous à faire les papiers, et qui sont pas capables parce qu'ils n'ont plus d'énergie, sous traitement, machin, ils n'ont rien au final. Donc on voit bien que la question posée sur ce que dit Léo, c'est l'allocation parce que c'est des moyens financiers et pour avoir une qualité de vie, la personne elle a besoin d'avoir des moyens financiers qui sont la juste prise en compte de son handicap, mais elle a besoin aussi, et c'est parfois ce qui manque aujourd'hui, d'un accompagnement pour repartir de la base. Il y avait, voilà, vous, la dame au fond, et après la dame qui est là. Oui, moi je voulais dire... Juste après, c'est le premier. Elle achète son cannabis. On va demander à tout ce petit. Moi, je représente une autre catégorie dont on parle de l'autre côté. Moi, je suis autiste Asperger. Je suis venue de Lyon, pas pour accompagner Léo, mais en tant que personne, moi, même si on est ensemble. Je voulais parler de l'autisme parce qu'on parle beaucoup d'autres pathologies psychiatriques et on met l'autisme dans quelque chose d'assez bizarre. Aujourd'hui, moi j'ai rencontré Léo dans une formation de pérédance puisque je suis pérédance en autisme mais Léo est pérédance en schizophrénie et bipolarité. Et on s'est rendu compte de la complémentarité entre les diversités neuronales, par exemple du type autisme, la dyspraxie, les TDAH, et les maladies de type pathologie psychiatrique. En fait, on est tous des cerveaux qui sont très proches, qui sont complémentaires. On dit qu'on fait tous partie d'un même puzzle. Et quand voilà, vous dites adaptation, par exemple, on pense beaucoup aux adaptations pour les personnes au handicap psychique classique, mais pour nous, ça va être de l'adaptation, par exemple, au bruit, à la lumière, au fait de ne pas crier, de ne pas se crier les uns dessus les autres, d'essayer d'aménager l'espace. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'autisme, c'est quelque chose qui est oublié ou qu'on met de côté. Et Martine, que je connais aussi, me dit que ce serait intéressant que je parle de ce sujet-là, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui se retrouvent en hôpital psychiatrique à cause... moi, par exemple, j'ai été en hôpital psychiatrique parce qu'on m'a dit que j'étais borderline, parce qu'on m'a dit que j'avais de la psychose. À cause de l'errant diagnostic, il y a beaucoup d'autisme qui déclenchent des pathologies psychiatriques alors qu'elles pourraient ne pas en déclencher. Et c'est un problème aussi de dépistage précoce et d'accompagnement et de connaissance. Oui, et du coup d'avoir aussi en France des dispositifs adaptés aux besoins des personnes, parce que peut-être que les personnes qui vivent avec une vulnérabilité comme l'autisme, elles ont besoin de soutien ou un type d'accompagnement qui est peut-être pas complètement le même que des personnes qui vont avoir à se rétablir d'un trouble de schizophrénie. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à construire des dispositifs adaptés pour les personnes. On était souvent dans des dispositifs très généraux, hein. Il fallait que les gens rentrent dans les boîtes, et bilan, ça convenait un petit peu à peu près à personne. En tout cas, les gens étaient assez, ou sont encore peu satisfaits des modalités d'accompagnement. Donc il faut qu'on arrive à structurer des dispositifs d'accompagnement avec vraiment des besoins de catégories bien identifiées, qu'on co-construit avec eux ces dispositifs, qu'ils soient auto-évalués par ces personnes, voilà, et qu'on soit dans l'efficacité.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, maintenant, en tant que père aidante, je travaille en fait avec le professeur Nicolas Franck, donc pour l'autisme en France, pour justement l'adaptation aux personnes, pour l'écoute et pour la nouvelle formation des psychologues, des neuropsychologues et des psychiatres, parce que quand on connaît l'autisme de l'intérieur et qu'on est capable d'analyser, d'auto-évaluer, de comprendre des choses, maintenant mon travail avec Léo, ça va être, voilà, nous par notre vécu, de faire vraiment grandir les choses et de former les personnes, et même si on sait qu'on a beaucoup de boulot et que ça va être difficile, on est super motivés là-dedans, et nous c'est d'apporter un œil positif. On comprend les personnes qui peuvent plus, on comprend les plaintes, mais voilà, on a besoin aussi d'élan positif pour arriver à faire notre travail. Oui, la dame. Eh bien, moi, je voulais simplement compléter, sans transition. Mon fils est autiste et nous, on subit la double discrimination. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Elle a tout dit. Et je dirais même qu'il y en a qui disent que parce qu'ils sont autistes, moi la mienne, elle a fait une méningite à 2 ans et demi, elle n'est pas du tout autiste, alors ils sont incapables de sentiment, ils sont insensibles à la douleur, ils sont bêtes, ils ne comprennent pas. Nous, les nôtres se connaissent, ça va faire 23 ans. Moi, quand la mienne a été hospitalisée pendant un mois, Romain était dans tous ses états parce qu'il ne la voyait pas. Ouais, mais attendez, ils ne sont jamais ensemble la journée au foyer, parce qu'ils sont ensemble au foyer. Alors, à Lysander, sans citer de nom, à Bassillac. Ouais, mais Aurélie arrive, Romain voit qu'elle est là, hop, il part vivre sa vie. Et Aurélie, c'est pareil, elle sait que Romain, il est là. Ils n'ont pas besoin d'être toujours ensemble. Mais non, ils ne sont pas capables de sentiments, ils nous ont dit. En fait, c'est une autre forme de communication. On essaie de faire comprendre au grand public qu'on a des cerveaux qui communiquent autrement. Moi, je communique avec Léo des fois autrement, sans le toucher, sans forcément partager sa vie, mais avec d'autres forces. Et j'ai publié sur un site un article, interview, des vidéos, tout ça, pour vraiment expliquer au grand public et pour faire, comment on dit, de la vulgarisation, pour vraiment faire comprendre comment nous on communique. Que c'est pas qu'on communique pas, c'est pas qu'on ressent rien, mais c'est juste qu'on utilise une autre façon de faire. Moi, mon seul regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir parlé de cette réunion aujourd'hui au foyer de Lysander, qu'il y en ait au moins un qui se soit bougé le derrière. C'est mon seul regret pour la journée. Il va falloir faire en sorte qu'ils viennent pour la prochaine. Le travail qu'on vous engage. Je m'y engage. Alors, il y en a, Philippe, juste avant la dame. C'est quoi le site qu'on retrouve? Oui, c'est le CRR, le centre ressources, ressources et réhabilitation de Lyon en 8e. Sur internet, C3RL. C3RL. Non, tout à fait, CRR Nicolas Franck, Lyon 8. Ok, merci. CRR Nicolas Franck, Lyon 8, pour les personnes intéressées. Oui, donc moi je voulais apporter un témoignage plutôt de professionnel. Donc je suis infirmière en SAMSA, donc je voulais quand même signaler que ces dispositifs existent. Ils existent et apparaissent timidement en France. Donc un SAMSA, c'est un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Donc moi je voulais signaler qu'en complément de l'AAH, il existe d'autres dispositifs. Voilà, donc nous intervenons au domicile de personnes en situation de handicap, en équipe pluridisciplinaire. Donc moi je suis infirmière, mais je travaille avec des EduxP, je travaille avec une conseillère en économie sociale et familiale, avec une AMP. Nous intervenons auprès des personnes pour les soutenir, pour les guider, pour les conseiller, pour les rassurer, en complément de la famille, en complément des soins, évidemment. Voilà. Et quelles sont les conditions? Les conditions, c'est avoir une reconnaissance d'adulte handicapé et avoir une notification MDPH. Donc avoir fait effectivement la démarche. Et souvent c'est avec l'aide de l'assistante sociale, souvent c'est avec l'aide du médecin psychiatre. Voilà. À Bordeaux, il y en a à Périgueux. Sur le département des SAMSA, il y en a à Périgueux, il y en a à Trélissac. À Bordeaux, il y en a, ça c'est sûr. Il y a Clairville, s'il vous plaît. Non, mais on parlait de Bordeaux. Après Clairville, pour nous, c'est... Non, il y a ça. S'il a le statut de travailleur handicapé, mais qu'il n'a plus la hache parce qu'il a travaillé, mais qu'il est en crise là, actuellement, c'est le cas de mon fils. Il peut avoir accès au SAMSA. Alors, nous avons des bénéficiaires, nous les appelons nos bénéficiaires, nos personnes que nous suivons. Nous en avons qui travaillent en ESAT, certains qui travaillent en milieu ordinaire protégé ou milieu protégé. Enfin, voilà, on a des cas de figure. Et vous ne figurez pas sur le programme. Elle reconnaît la MDPH? Il a eu la MDPH, mais... Oui, mais il est reconnu, il a le statut handicapé. Il a le statut actuellement de travailleur handicapé jusqu'en 2020. Il faut faire la demande, mais le mieux des fois c'est de passer par une assistante sociale ou bien de faire la demande directement à la MDPH et de cocher les bonnes cases. Service d'accompagnement compatible avec le fait d'avoir un suivi SAMSA. Ah oui, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on peut rappeler le sigle SAMSA, ce que ça veut dire? C'est un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Voilà. Donc les SAMSA rentrent dans le champ des structures médico-sociales
Et c'est vrai qu'en France, là aussi, on le sait, on manque de structures d'accompagnement dans le champ médico-social et social. Voilà. Il faut expliquer aussi, il faut juste expliquer aussi pourquoi, parce que ça s'est construit sanitaire d'un côté et social de l'autre. On a mis du temps. Aujourd'hui, effectivement, on essaye de rattraper le temps perdu, de construire autour de ça. Effectivement, il y a des freins, il y a des corporatismes qu'il faut dépasser. Donc tout ça, ben, c'est au travail. Mais c'est pas si simple. Après, je voulais juste revenir sur le fait... par les départements. Et l'ARS. Moi, je voulais juste revenir sur le fait du travail, parce que c'est vrai qu'on stigmatise beaucoup le personnel ou les hôpitaux psychiatriques. Bon, moi, pour être à l'intérieur et pour être cadre des équipes, je peux dire qu'il y a un gros travail qui est fait par les effectifs. Ça, il ne faut pas penser à autre chose. Après, soit ils sont démunis, mais enfin, il y a un gros travail professionnel. C'est un travail qui est très usant, très fatigant, où il faut accompagner les équipes, et ça, il faut quand même leur tirer le chapeau, parce que le travail est fait, quoi. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oui, Martine Dos Santos m'avait inscrite ici dans le parcours de vie pour dire que j'avais créé à un tout petit niveau une petite cellule d'accueil en développement personnel, et il se trouve que cet été, j'ai accueilli une personne bipolaire qui était contente d'arriver dans un endroit où on ne l'étiquette pas en tant que malade, mais il y a la reconnaissance de l'être humain. Et elle avait été hospitalisée, alors c'est un jeune de 42 ans, qui avait été hospitalisé 8 ans auparavant à la suite d'un burn-out. Et il a trouvé donc dans cette petite structure qui est à 8 km de Bergerac un havre de paix où il a pu commencer à se reconstruire, comme l'évoquait tout à l'heure Léo, c'est-à-dire le travail sur lui-même. Il sentait ma présence, j'accueille les gens un par un parce que j'ai une toute petite chambre d'hôte. Donc c'était juste pour dire que dans le privé, alors que bon, moi j'ai la chance d'avoir un enfant normal entre guillemets, je me sens tellement concernée par ce qui arrive aux autres. Cette petite structure, elle permet quand même d'accueillir, alors c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, mais voilà. Qu'est-ce que c'est une structure? Pardon? Qu'est-ce que c'est une structure? En fait, c'est chez moi, j'ai aménagé une petite salle d'expression. Je n'appelle pas ça une salle de thérapie, je suis psychopraticienne, donc j'ai fait une formation à l'écoute thérapeutique. Et j'accompagne aussi les gens qui accompagnent des enfants comme ça. Donc ça fait boule de neige parce que quand j'accompagne ou la maman ou le papa, et même les papas qui sont un peu réticents, finissent par venir. Et je crée des dialogues entre parents, enfants, quand les choses ont été difficiles à dire parce qu'il y a eu la honte, il y a eu la culpabilité. Et en fait, mon regard est tellement offrant, bienveillant, que j'arrive à créer un lien ou à recréer un lien qui n'était pas apparent, et en fait j'aide à le révéler. Voilà. Vous pouvez noter vos coordonnées. Mon lieu s'appelle l'Escale et c'est à Ginesté. Et vous trouverez, il y a un petit site, voilà, tout en pensant à ce que disait Léo et les deux pères aidants, quoi. Et par rapport notamment au fait d'être acteur de sa vie. Je pense que ça c'est important aussi dans l'établissement, c'est être acteur. Bon, après, je ne vais pas revenir sur les différents trucs que j'ai dit, il y a différents moyens d'être acteur. Mais en même temps, pour être acteur, il faut aussi que la société accepte aussi que l'idée que la personne puisse intervenir en elle-même. Bon, regardez, là, il y a tout de médiateurs, le médiateur de père aidant qui se mettent en place. Mais c'est pas si... Bon, j'estimais que l'accueil, il y a eu au niveau médical un gros travail dessus. Mais je ne sais pas si c'est encore quelque chose de complètement admis par rapport au père aidant. Voilà. Et par rapport, par exemple, je veux dire, il y a aussi ce qu'on appelle les comités locaux le comité local de santé. C'est un comité, par exemple, à Bergerac, il y en a un, qui réunit des personnes, voilà, des médecins, des spécialistes des soins, pour discuter du problème local de santé, au niveau du ville, voilà. Mais par exemple, on n'a pas de personnes, entre guillemets, de patients ou de gens qui ont des pathologies qui participent. Moi, le truc, c'est pas se situer au médecin. C'est pas ça, c'est pas prendre le rôle du médecin ou du psychiatre, mais c'est apporter un témoignage de vie, des idées,
qui peuvent être intéressantes. Et ça, on ne le voit pas encore. Vous voyez, la dame, il y avait une dame qui disait, par exemple, oui, mais il faudrait lier cette AH au fait que la personne montre, fasse des choses. Mais en même temps, bon, c'est vrai que d'abord, il y a des moments où on est dans un tel état qu'on ne peut rien faire. Et d'ailleurs, si vous dites, oui, mais je te supprime l'AH à ce moment-là, déjà la personne est malade, vous le mettez dans une précarité financière, sociale, humaine complète. Et même quand la personne a envie d'apporter quelque chose, il y a un blocage. Alors moi je ne désigne pas un coupable, voilà, c'est pas mon rôle, mais il y a un coupable, il y a un blocage, on n'utilise pas la personne parce que la personne pourrait avoir un rôle aussi utile, sans être forcément, bon, il y en a qui trouvent leur truc dans le travail, les actes ou le milieu ordinaire, voilà, etc. Mais la personne aussi peut être très utile dans le domaine du social, d'un GEM, d'un club, du comité local. Voilà. Dire sur ce que vous dites avec la présence des pères aidants, on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui marque un petit peu cette matinée, c'est vraiment la présence de la parole de père aidant. Voilà. Et comment ça nous fait complètement changer la façon dont on échange ensemble, usagers, soignants, familles, femmes politiques, tout le monde. On voit bien que ce qui va nous amener à penser des choses différentes et à travailler de manière différente, c'est de travailler avec des personnes et à partir du savoir expérientiel, de dire qu'aujourd'hui, il faut que les gens qui vivent avec un trouble psychique soient associés à toutes les étapes pour qu'on puisse construire avec eux les dispositifs, les évaluer avec eux, les penser avec eux. Les comités locaux de santé, évidemment qu'il faut des pères aidants ou des personnes concernées. Ça commence dans certaines régions, il y a des comités qui se font, des représentants d'usagers. Bon, alors, on parle pas des petites assos où on dit tiens, vous avez le droit de faire ça, vous représentez qui vous voulez quand vous voulez. Non, non. Là, on parle de 30 personnes au niveau du Rhône-Alpes, par exemple, qui seront des usagers, donc des malades ou rétablis, et qui vont avoir leur mot à dire, donc ils vont avoir leur présence dans les instances, qui vont avoir... vous voyez, c'est en train de commencer. C'est en train de commencer, mais c'est vraiment en train de commencer. Moi, je dialogue beaucoup avec une femme, et franchement, pour l'instant, c'est plutôt dans l'avenir, oui, possible, mais pas pour l'instant. On y est déjà un petit peu, on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Et pour le coup, pour les CLS, le GEM est régulièrement sollicité, notamment dans le cadre de la déstigmatisation et des semaines d'information en santé mentale. C'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire, mais que le travail est déjà engagé. L'UNAFAM est présent très régulièrement, j'allais dire quasiment à l'ensemble des réunions et qui est signataire. On avance doucement, mais on avance. C'est vrai que, par exemple, pour Léo, moi j'étais déjà présente sur Lyon, lui j'étais sur Périgueux. Quand on a décidé de devenir père aidant, on a dû pousser énormément de portes. On ne nous a pas offert cette possibilité. Moi j'ai fait des écrits que j'ai envoyés à des psychologues, que j'ai envoyés à des psychiatres. Tout ce que j'avais dans la tête, j'ai mis sur papier, j'ai essayé de me faire connaître pour... Voilà, j'ai pas attendu qu'on me dise, est-ce que tu veux être père aidant? Léo il a fait des voyages toutes les semaines, il a fait 7 heures de car, aller-retour à chaque fois, et il a été jusqu'à changer de ville. Voilà, on va être père aidant, mais pour ça, ça nous coûte vraiment énormément et c'est pas venu frapper à notre porte comme ça. Donc c'est aussi du coup, forcément, au début, les premiers pères aidants, on va devoir bouger énormément et faire bouger les choses pour que ça devienne une formation accessible. Et quel est le statut des pères aidants? Vous êtes bénévole? On a trouvé du travail, on est salarié. Enfin, on n'est pas salarié là. Donc toi, tu as la petite proposition d'emploi. Moi, j'ai une création de poste par Nicolas Franck et du coup, toi, tu as embauché. Donc salarié. Voilà. Oui, bonjour. Donc moi je c'est un constat que je fais, je connais aucune association, je suis usagée, je suis actuellement hospitalisée et je suis donc en permission. J'ai eu connaissance de l'UNAFAM, je ne connaissais pas du tout, je ne connais aucune association sur Lyon. Je suis régulièrement hospitalisée pour de la dépression, comme maladie chronique, endogène. Et je découvre en fait qu'il existe plein de petites structures, des associations, et que les unes et les autres, j'ai l'impression qu'elles vivent sur elles-mêmes, mais qu'il n'y a pas la chaîne qui se fait entre toutes ces assos justement. Cette chaîne dont parlait Léo, et c'est ça, il y en a une là, il y en a ceux là, il y en a ceux là, mais... Comment ça se fait qu'en hôpital vous n'ayez pas connaissance? Mais je n'ai pas, mais justement c'est un constat. Je veux dire, je suis actuellement hospitalisée, on ne m'a jamais parlé de ces associations. Vous ne trouvez pas de brochure, vous ne trouvez pas de site internet? Non, mais en fait, en Dordogne... Je vois que mon psychiatre, je connais mon psychiatre, je connais le CMP,
l'IP, je connais l'hôpital, voilà. Et, même au sein de la psy. Oui, mais en Dordogne, en fait, ils se connaissent un petit peu tous, mais ils se tirent aussi un petit peu tous dans les pattes. Et je t'aime bien, va te faire. C'est vraiment ça. C'est le rôle quand même des soignants, même des soignants, des psychiatres qui sont. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour essayer de travailler. Voilà, et l'idée c'est ça. Alors là, pour partir de ce constat-là, pour imaginer aussi, ce serait quoi une amélioration de cette situation? Les usagers disent, les familles, les usagers, ou toutes les personnes qui à un moment donné sont confrontées à une difficulté de l'ordre de la santé mentale, on ne sait pas où chercher de l'aide, on ne sait pas où chercher de l'information. Et ça, dès que les personnes sont confrontées à un enseignant qui est en difficulté au lycée, la famille, quelqu'un, voilà, au travail, quand on a un collègue qui ne va pas bien, les gens se sentent extrêmement démunis quand même en France par rapport à ça. Donc il faut qu'on arrive, là aussi, maintenant on a quand même des outils de communication et d'information qui sont performants. Donc il va falloir penser aussi des outils simples, mais on peut avoir une plateforme internet sur un département qui recense tous les associations qui interviennent dans le champ de la santé mentale, les services de soins. Il y a déjà des choses qui existent. Mais pourquoi ça n'existerait pas au sein c'est ça. Mais alors après, c'est lui qui va aller sur non, mais c'est pas sur Internet. Il a raison que ça soit à disposition. Il y a des choses à faire dans les structures. La formation. Ah oui, oui, alors c'est vrai que pour donner des initiatives concrètes, dans le cadre du C2A, que je connais, je suis coordinateur du C2A, le Club Action Avenir sur la Jorac, qui existe depuis juste un an, il y a des flyers de la structure, c'est le hall d'entrée des unités d'hospitalisation, et il y a un flyer également sur la permanence famille, qui est un lieu d'accueil et d'information des familles. C'est nouveau. Les résistants, c'était pas évident de mettre en place qu'on donne la possibilité à des usagers de s'emparer d'une information. Ça ne passait pas forcément tout de suite par les soignants. Aujourd'hui, les usagers peuvent spontanément lire une brochure et dire « ça m'intéresse, j'ai envie d'y participer ». Les familles peuvent voir l'existence de la permanence famille, peuvent décider d'y venir spontanément. Donc il y a des choses qui se mettent en place sur le terrain. Donc il faut continuer à faire plus d'informations, mais il y a des choses quand même qui se font. Moi, il y a quelque chose qui me choque. Ce que j'entends dans ce que dit cette dame, c'est qu'il faut peut-être un changement des pratiques. Effectivement, les soignants travaillent, mais elle dit, la seule personne à qui j'ai contact, c'est mon médecin et mon infirmière. Si le médecin et l'infirmière ne changent pas leurs pratiques et ne diffusent pas l'information, ça c'est l'amélioration. Enfin, donc c'est effectivement peut-être ce qui se fait au C2A, où il y a peut-être, effectivement, on paye 2 personnes au C2A, mais tous les intervenants qui sont dans les autres structures viennent au C2A et commencent à diffuser l'information. Donc c'est peut-être un changement de pratique. Et moi, il y a une autre chose qui me choque. Je suis désolé, moi j'ai été usager, je ne le suis plus, j'espère ne plus le devenir, mais c'est l'optimisme des usagers par rapport à la famille. Est-ce que pour améliorer le parcours de santé, il ne faudrait peut-être pas aussi un peu s'occuper des familles? Si les familles le veulent bien. Si le contexte de vie, ça vous... Non, parce que vous êtes optimiste. Enfin, vous, les deux devant, c'est Noé. Là, enfin, moi, je suis sur le cul, quoi. En fait, on n'a pas eu le choix que d'être optimiste parce que, par exemple, là, vous êtes beaucoup de familles à s'intéresser à leurs enfants. Moi, par exemple, ma famille ne m'aide pas et ne reconnaît absolument pas mes problèmes. J'ai pas eu le choix que d'essayer d'être optimiste, que de rencontrer une personne optimiste, parce que, en fait, sinon, on pense au suicide. Enfin, à un moment, on n'a pas le choix. Si on fait pas tout, si on n'a pas cette espèce d'ultime force, mais dans les petits plaisirs de tous les jours, dans ce qu'on aime bien manger, dans ce qu'on aime bien aller s'acheter, dans ce qu'on aime bien écrire, avoir un animal, vraiment c'est puiser de la force tous les jours dans un petit truc pour à la fin remplir son réservoir d'optimisme, mais elle est encore plus loin. Mais c'est vrai que les familles, des fois, elles sont tellement aidantes qu'on attend trop d'elles et on se bouge pas assez pour avoir notre propre optimisme. Bah ouais, mais et trop d'aide. Imaginez, on vous donne 1 million d'euros. Vous avez de l'argent pour toute votre vie. Ça se trouve, il y a plein de choses que vous aurez pu faire pour... Vous savez, quand vous passez de 1000 euros à 1100, vous êtes un petit peu content. Et bien ça, c'est une partie du bonheur de votre vie. Après, vous allez passer peut-être à 1002. Puis à un moment donné, vous allez passer directement à 1006. Et bien c'est tous ces petits moments que si vous gagnez l'euro million, et bien c'est tous ces petits moments qui seront en moins au final. C'est tous ces petites victoires qui seront plus possibles. Alors ça c'est un optimisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut se dire on est dans la merde, il y a des parents qui sont en difficulté et ça ma mère elle a été, mon père est mort quand j'étais petit, enfin tout le monde a des histoires catastrophiques, mais c'est de la merde, on peut se dire dans la merde mais on peut se dire aussi c'est une opportunité, les problèmes, de les régler.
et d'être heureux après. Je voulais répondre un peu aux dames et puis faire une proposition aussi en fait, pour améliorer les choses. C'est que effectivement les informations, moi personnellement je suis entre guillemets une battante, je cherche, je creuse. Donc il y a effectivement beaucoup d'informations sur Internet, mais tout le monde n'a pas forcément le réflexe Internet. Voilà. Il y a des choses qui existent à Périgueux, mais si on cherche pas mal une affaire, j'ai trouvé à force de chercher. Ma fille a été accompagnée par le SAIS. Bon, parce que j'ai tombé sur une enseignante référente, moi-même je suis enseignante, sur une enseignante référente qui à un moment donné, à force qu'on est tout épuisé dans l'éducation nationale, elle nous a proposé le SAIS qui a accompagné ma fille pendant 3 ans. Le SAIS, donc c'est pour les jeunes de 16 à 20 ans qui sont reconnus en situation de handicap psychique et ils font un accompagnement vers l'insertion. Voilà, et c'est eux qui ont aidé ma fille aussi pour l'AH, pour plein de choses. Voilà. Donc, il y a des informations, mais effectivement, il faut peut-être qu'elles soient mises à disposition. Voilà, je finis s'il vous plaît. Et tout à l'heure, je disais à la dame l'assistante sociale, mais les assistantes sociales, elles ne sont pas forcément toutes au courant. Ce qu'il faut faire, c'est appeler la MDPH. À la MDPH, il y a une assistante sociale de la MDPH, secteur adolescent et secteur adulte. Et eux, ils peuvent vous donner les informations, mais c'est vrai que les informations, il faut aller les chercher. Voilà. La diffusion de l'information est très compliquée. Voilà. C'est très très complexe et sur la position que j'ai prise de coordonnatrice et justement de participer à la diffusion de l'information entre les établissements et envers le public, c'est extrêmement compliqué de communiquer envers le public. On a de nombreuses barrières. Alors, quand on fait des actions, je ne parle même pas de la presse qui se désintéresse souvent des actions qu'on peut mener, ça c'est sur du ponctuel, mais sur des choses qui sont de longue échéance, c'est très difficile d'aller vers le public, de savoir ce qu'il attend et comment on peut communiquer. Et justement, je vais rebondir vraiment sur ce que vous dites, c'est très précis. Moi j'ai eu la chance de faire passer de l'information parce que j'ai fait mon stage avec une chargée de communication qui est dans un lieu de psychiatrie et il y a très peu de plateformes de psychiatrie qui ont des chargés de communication. Et cette fille, elle m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, dans les écoles de com, il n'y a pas des passerelles où on nous apprend aussi à communiquer sur la santé mentale, sur la santé physique, parce que c'est ces personnes-là, c'est ces chargés de communication-là qui sauront fabriquer des sites, qui sauront faire des passerelles, qui sauront faire des brochures, des logos. Et moi, j'en connais qu'une, et elle est à Lyon, et pourtant il y en a plusieurs, et il y a un super partenariat qui pourrait être fait. Donc je pense qu'il faut aller directement former les personnes qui sachent faire de la com plutôt que d'essayer de faire de la com quand on sait pas en faire. Par contre, c'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'information, des manques de coordination, et c'est vrai que ça peut être très bloquant pour quelqu'un qui est surtout qui est en souffrance, qui a des problèmes à régler. C'est important aussi d'avoir une sorte de carte, en fin de compte, pour un petit peu se diriger et savoir taper à la bonne assoce ou pas. Oui, ou à la bonne porte ou pas, on va dire. Suivant les personnes où on en est de son parcours, il y a des personnes qui vont avoir envie de solliciter un lieu de soins et d'autres qui vont plutôt avoir envie d'être dans un lieu plutôt associatif ou un street d'aide. Donc il faut avoir un panel de services. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une carte pour s'orienter. Je n'ai pas fini encore. Et c'est pour ça, d'ailleurs nous, au sein du GEM de Bergerac, on a commencé aussi à des démarches pour... on est depuis longtemps dans la démarche de démarchage sur Bergerac, des autres associations, etc., avec qui on travaille, puisqu'on n'est pas une association qui est fermée. Et en même temps, justement, pour cette idée d'amener de l'information, etc., on a, pour l'instant, enfin, ce qui est acquis, c'est qu'on a des possibilités, mais pour des adhérents du GEM, de venir à l'UPA, pour représenter les GEM. On a aussi des discussions en cours avec le CDCP. Il y a Madame Cure, voilà, qui est là. Donc l'UPA, c'est une unité d'hospitalisation. Ouais, UPA, une unité d'hospitalisation. Voilà. C'est pas là. Nous, on n'atteindrait pas pour l'instant, c'est pas l'UPC. Ce sera l'UPA. Et c'est des adhérents, des gens du GEM, qui ont aussi des problèmes qui viendraient présenter l'association à l'UPA. Et après, il y a la possibilité aussi, et là c'est encore en discussion, de le faire au niveau du CTTP. On l'a fait aussi un petit peu au niveau du CPGA. C'est dans l'idée de décloisonner un peu les choses et d'amener peut-être des infos et pouvoir que les gens puissent s'en saisir. Annibelle, non, mais laissez passer la dame, je vais parler après. Une énorme barrière, c'est celle de la barrière juridique. Oui. Pendant des années, on nous a donné comme argument que
notre fille était majeure et qu'on ne pouvait pas, c'était à elle de faire des choix de vie et pas aux parents. Or, mon argument est que à 18 ans, moi, ma fille, elle n'était pas mature psychologiquement. Et aujourd'hui, à 25 ans, elle n'est toujours pas. Et elle met sa vie en danger. Donc, ça, c'est un problème de société, c'est un problème qui nous dépasse. Mais il faudrait une définition de la majorité. Quel est l'âge de la majorité psychologique? Voilà, justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, qu'il faut que ce soit amélioré ce problème, sans pour autant nous obliger à mettre directement nos enfants sous tutelle. Parce que moi, plusieurs fois, j'ai pris le papier, plusieurs fois, j'ai hésité, mais on est bloqué à partir de 18 ans, parce qu'on nous dit l'enfant est majeur, des fois ils sont en danger, on ne peut pas les hospitaliser. Voilà. Et donc ça, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se fasse et qu'on déplace cette majorité sans pour autant nous obliger à les mettre systématiquement sous tutelle. Parce qu'on fait des choix à leur place. On aurait besoin d'avoir le regard plus d'un juriste là aussi, parce que c'est une dimension qui serait intéressante de voir peut-être si là, éventuellement les choses... bon, c'est une question complexe, mais on doit dire. Oui. Et Laurent, je suis à la Masse Nature, AMP. Oui. Je voulais poser une question au père aidant, savoir comment il comptait accompagner justement les malades au quotidien, quelles étaient vos méthodes, des conseils. En fait, ça va dépendre. Il y a des pères aidants, par exemple, qui vont savoir que donner de l'espoir. Ils vont se dire, regarde, moi je suis bien, je vais après m'occuper de ça, puis voilà. Et il y a aussi, ça sera plutôt peut-être du bénévolat là au final. Puis il y a les pères aidants aussi qui vont bosser, qui vont avoir un peu plus de capacité. Alors c'est un petit peu comme tout le monde, hein. Il y a des maçons qui savent tout faire en maçonnerie et tout ça. Puis il y a des maçons qui savent juste un petit peu quand même bien bosser, mais c'est tout, ils font juste des murs en gros. Et puis là ça sera pareil pour les pères aidants, c'est-à-dire qu'il y a... Sur tous les fronts il en faudrait en fait. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme les gens qui ont le cancer, des fois on ne prend pas en compte qu'ils ont vraiment très mal quand on leur fait des rayons. Et du coup, il n'y a pas d'usager, c'est les médecins qui décident, ils disent ça c'est bon pour vous, mais ils ne tiennent pas en compte la douleur subie et les dépressions qui en suivent. Et après, il y a un petit peu un... après, on ne fait plus trop confiance et tout. Alors en psychiatrie, c'est un petit peu pareil. On est là alors d'abord pour créer du lien, donner de l'espoir, mais on est là aussi pour créer du lien avec les médecins, que les médecins comprennent mieux les patients, que les patients comprennent mieux les médecins. Tu sais, faire un intermédiaire de... si, vas-y, écoute un peu ce qu'il a à dire, enfin pourquoi pas l'écouter, peut-être qu'il va dire une connerie, mais qui en dit pas, et puis peut-être qu'il va dire 10 choses bien, on va y réfléchir, on va regarder, enfin tu vois, il y a plein de trucs, enfin vous voyez ce que je veux dire, et il y a plein de trucs en fait à faire, c'est... Oui, attends. Ouais. Pour répondre plus concrètement, Cléo, du coup. Mais oui, mais en fait, c'est tellement. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, par exemple, des ateliers typiques qu'on a en tant que père aidant, c'est par exemple de l'ETP, c'est l'éducation thérapeutique du patient. C'est-à-dire que c'est des groupes ouverts où les patients, les personnes touchées viennent et apprennent à gérer leur maladie, c'est-à-dire pourquoi je fais une crise, qu'est-ce qui me la déclenche, comment est-ce que je peux remédier à ma crise, quels sont les outils du quotidien que je peux utiliser pour aller bien. C'est vraiment donner plein de petits outils à chaque fois, à chaque rendez-vous d'atelier, pour que le patient puisse repartir chez lui avec une base, avec des méthodes claires. C'est aussi des lieux d'écoute où la personne va pouvoir parler à des psychologues, mais va pouvoir parler au père aidant. On ne va pas parler à un psychologue comme on va parler à un père aidant. On va parler à un psychologue en parlant de sa vie, lui donnera des retours un peu psychologiques. Le père aidant va dire, moi aussi j'ai vécu ça, quand j'ai fait une crise j'ai fait ça, tu vois j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. On va donner des exemples concrets. C'est vraiment comme ça que le père aidant fonctionne, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur des méthodes qu'on appelle de remédiation cognitive ou d'outils de gestion du quotidien pour que la personne malade ait des exercices à faire concrets pour la prochaine fois. C'est un suivi en fait pour que lui soit acteur de son rétablissement. On lui donne vraiment des trucs à faire. Il peut de temps en temps nous contacter en dehors des prises de rendez-vous. Voilà, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, et avoir un résultat avec un suivi à la fin. Et pour le coup, là par exemple, ça serait plutôt au CRA ça. Et moi je vais au CRA. Là, c'est au centre. CRR, parce qu'il y a plein de cibles de partout. Et moi, par exemple, je serais plutôt dans une résidence. Donc je vais les accompagner, par exemple, pour faire les courses, on va faire des ateliers musique s'ils ont envie. Mais c'est eux qui vont, on va dire, je vais avoir une force de proposition. Et puis s'ils ont envie, il y en a 3, 4, 10, 20 qui vont s'inscrire. Puis on fait.
Parce qu'ils en ont envie, alors on fait. Mais au bout du compte, c'est leur donner un petit peu de peps aussi, c'est tout ça, mais c'est aussi leur donner du peps, c'est les accompagner un petit peu pour ensuite pouvoir les lâcher. Tu sais, quand tu es vraiment au fond du trou, tu aimes bien qu'on te donne un petit peu la main, puis après, voilà, quand tu as bien pris la main et que tu en as bien marre d'être serré par la main, et ben on te la lâche, et puis après tu vis ta vie tranquille. Mais pour la formation de père aidant, c'est beaucoup de théorie, ou vraiment c'est vraiment des cas pratiques, une méthodologie, parce que quand on se retrouve avec face à une personne, bon, même si on peut comprendre de certaine manière la personne, parce que voilà, on est schizo aussi, on a eu une expérience qui peut être parfois similaire, puisque on peut être très bien, même si on est schizophrène, on est tous très différents les uns des autres, une histoire personnelle. Mais en même temps, c'est vrai que si on est d'un type de père aidant, c'est comment pouvoir cette approche. Est-ce qu'on nous donne une méthodologie, des cas pratiques, quelque chose qui puisse... Il y a différentes formations là, et puis ça se développe en France. Il y a une formation universitaire de Paris, je crois c'est Paris 8, qui forme au diplôme de médiateur de santé père. Il y a eu en octobre 2019 à Lyon. Voilà, et puis il y a Lyon qui lance des choses, mais il y a à Marie Curie aussi, je crois. Voilà, il y a des formations différentes. Il faut regarder si les personnes qui sont intéressées pour voir. C'est pas tout à fait le même niveau qui est demandé, c'est pas les mêmes programmes. Il y a de la communication. Mais bien sûr, il y a de la communication. Il y a se former à des outils comme l'éducation thérapeutique du patient, qui est vraiment un outil majeur. Donc on voit que le rôle des pères aidants, c'est intéressant parce que vous incarnez finalement différentes facettes. C'est ça qui est bien, c'est qu'à la fois ça va être globalement aussi de faire passer ce message, redonner de l'espoir, incarner un exemple de rétablissement dans son expérience, et puis aider les personnes à travailler beaucoup plus, à mobiliser et à prendre en compte le savoir expérientiel, le savoir des personnes, c'est la base, et travailler aussi avec des techniques. Donc ça veut dire qu'effectivement les pères aidants se forment à des techniques, comme le font les soignants, et vont pouvoir co-animer, parfois seuls ou parfois avec les soignants, ou dans différents domaines, des dispositifs où les personnes vont vraiment venir acquérir des compétences, et c'est ce qui va les aider petit à petit à cheminer et à construire leur démarche de rétablissement. Il y a des techniques qu'on nous a apprises, on a aussi, nous, les idées qu'on a, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler à l'intérieur des entreprises qui sont déjà faites, de créer des associations, des groupes de parole, ou même des groupes sur Internet pour pouvoir échanger par écrit, parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas la force de parler, qui ne supportent pas le téléphone, essayer de fonctionner par mail, avec des groupes Facebook, avec des groupes d'écriture. C'est vraiment aussi d'ouvrir largement la pérédance sur Internet pour tous les moments où les nuits, les unités sont fermées, pour les vacances où il y aura beaucoup moins de monde, pour les week-ends où les personnes sont souvent seules. Le pérédant il va être là aussi pour combler en fait ce creux où les personnes malades sont souvent très seules. Et c'est là qu'on a besoin aussi d'énormément de postes, parce que s'il y avait beaucoup plus d'ouverture financière pour des postes, on pourrait avoir des postes sur ces temps de creux justement qui sont... Et moins d'hospi au final, parce que là, au l'heure d'aujourd'hui, vous êtes malade, vous êtes hospitalisé, on vous donne un traitement, on vous relâche, on dit vous avez rendez-vous chez le médecin dans 3 mois. Voilà. Okay. C'est exactement ça, enfin grossièrement. Et en attendant, oui, ou dans un an. Et en attendant, le monsieur, alors soit il a une maman comme vous qui va s'occuper comme elle peut de la personne, ou alors soit il peut aussi se retrouver absolument tout seul, et puis replonger 15 jours plus tard, parce que de toute façon il ne reprendra plus le traitement, et c'est ce qui se passe super souvent, hein, la plupart du temps. Enfin 15 jours, on s'en fout du temps, mais... Et en fait le but... L'idée du père aidant, c'est de prendre ce relais, d'être là pour pas que la personne... Par exemple, moi, peut-être toi, si tu veux, on verra, mais moi le but c'est d'aller créer des associations qui bon, nous ça sera Lyon au début, mais qui vont être après cet hospice. Avant et après. Voilà, et puis aussi d'aller parler donc aux politiques, et s'il y en a ici, et puis si vous pouvez voter pour les bonnes personnes aussi. Lisez les programmes, s'il vous plaît. Non, c'est pas l'idée des programmes, c'est... Mais non, parce que si vous promettez quelque chose plus pour que pour... Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est après l'hospice, c'est avoir l'accompagnement nécessaire. Alors il y aura de la pérédance, mais il ne faut pas que de la pérédance. Il faut de l'accompagnement au niveau d'apprendre à bien manger, au niveau d'apprendre à bien prendre son traitement. Et quand je prends ce traitement-là, l'autre jour j'ai fait une présentation, on m'a dit j'étais très stressé, j'ai pris du Loxapec. Neuroleptique à effet sédatif, pas du tout ça. Quand on est stressé, on prend un anti-stress, un anxiolytique, donc du Xanax, du machin, du bidule. Voilà, tout ce qui est neuroleptique à tous les coups. Et voilà. Et lui en fait il prenait un truc qui le fait dormir et qui lui enlève les délires. Ben,
le stress, c'est pas, enfin, on pourrait considérer comme un petit délire, mais c'est pas un délire proprement dit. Et vous voyez, apprendre tout ça, mais apprendre tout ça. Je suis le papa d'une jeune fille. Alors, on conclut avec votre intervention et après on va tous déjeuner. Je suis le papa d'une jeune fille qui a été diagnostiquée il y a 10 ans, schizophrène et bipolaire. Elle a eu tous les traitements qui puissent exister pour ce genre de maladie. Qui n'ont jamais marché. Elle a été hospitalisée 4 fois, je crois, à Vauclair. À sa dernière hospitalisation, on lui a dit mademoiselle, en fait, on pense que vous n'êtes pas malade, donc on ne peut rien faire pour vous, vous pouvez partir. Exactement. Donc aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai appris plus en un quart d'heure d'intervention de Léo qu'en 10 ans de consultation psychiatrique. Parce que tous les psychiatres nous disent, en fait, prenez ce médicament dans le cas. Prenez celui-ci. Elle a pris tous les traitements. En fait, il existe des formes de neurodiversité, de neuroatypisme, où on n'a pas une maladie qui est reconnue aujourd'hui. Les psychiatres connaissent à peu près 10 maladies, comme à peu près ils connaissent 10 couleurs. On va essayer de rentrer dedans, et si on n'a pas la bonne couleur, on n'est plus une couleur. En fait, la neurodiversité, c'est un courant qui dit qu'on a des nuances de couleurs, et qu'on n'est pas forcément schizophrène, bipolaire, machin truc, bidule chouette, mais qu'on a un cerveau atypique, on peut avoir de la surdouance, de l'autisme, de la dyspraxie, de l'hypersensibilité, des hyperréactions, des hyperémotivités. Et ça, les psychiatres, les médecins classiques l'oublient. Et c'est pour ça qu'aussi, moi, je bataille et je lutte contre le principe de la neurodiversité, des cerveaux neuroatypiques, pour vraiment voilà, faire connaître au plus grand nombre tout ce qui est pas des maladies, mais vraiment d'une condition neurodéveloppementale où on a un cerveau un petit peu différent, un câblage différent. Donc du coup on a l'air malade, on développe des pathologies, effectivement les médicaments n'aideront rien, mais il faut d'autres approches et ne serait-ce que de reformer les médecins, la médecine. Par exemple, pour l'exemple, pour les autistes Asperger, ils peuvent aussi avoir des psychoses. Par contre, si vous leur donnez des neuroleptiques, par exemple la Bifay, on avait regardé, ça peut leur donner des envies suicidaires, parce que c'est pas du tout fait pour eux. Adapter le médicament au cerveau. En gros, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra apprendre à vivre le plus simple possible à l'intérieur, apprendre à se connaître. C'est mon mari. Et on aura un temps d'échange cet après-midi aussi. On va restituer ce qu'on a fait. Et après, on aura 1 heure d'échange. You don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have.